venu ce soir. Et puis surtout, vous m'interrompez exactement quand vous voulez. On est là pour échanger, on n'est pas dans un domaine de vérité révélée. Et je compte aussi sur les interventions de Bernard Georges pour aider à construire ou nourrir cette discussion sur ce personnage. Je fais un petit sondage là ce soir. Qui était dans les séances antérieures où Cynthia, vous avez déjà parlé de l'école de Palo Alto? Qui était présent à ces séances? Faisons lever la main. Voilà. Bon, quelques-uns d'entre vous, minorité. Alors moi, je vais pas vous parler, je vais pas vous faire un cours sur Palo Alto ou l'école de Palo Alto en général. Je vais rester plus près de Paul Václavic. Paul Václavic, il mérite d'être connu dans l'école de Palo Alto. Et on va essayer de le relire ou de le confronter à ce qui se passe sur l'intelligence artificielle. Mais Václavic, il mérite d'être connu dans son parcours et dans sa pensée, qui est une pensée pour moi complètement visionnaire, ou qui mérite en tout cas d'être un bon guide ou un bon fil pour la pensée à l'heure de l'intelligence artificielle, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Avant d'entrer dans sa pensée, il faut que vous sachiez que Václavic, c'est un véritable personnage de roman dans sa vie, avant d'avoir une carrière ou un parcours académique qui est un parcours vraiment d'honnête homme contemporain, comme on n'en fait plus aujourd'hui. Il est à la fois psychothérapeute, psychanalyste jungien, philosophe, sociologue. Enfin, il sait à peu près tout faire. Il a une vie, donc il est né en 1921 en Autriche, qui est une vie de personnage de roman. Il est prisonnier politique en Allemagne, il s'échappe, il est recueilli au Royaume-Uni, il s'installe après comme professeur à Trieste, il sert dans la police, il bosse aux Nations Unies en Italie, et puis après il se dit qu'il va faire de la philo, et il émigre aux États-Unis. Il est repéré à ce moment-là, et il rencontre à ce moment-là l'équipe de Palo Alto, et notamment Ray Birdwhistell, qui, vous vous souvenez, venait de cette équipe issue de Bell, et qui a réfléchi sur le modèle télégraphique de la communication, émetteur, récepteur, le message. Donc il se percute, ou il se rencontre à ce moment-là, et ça correspond au moment de la vie de Václavic, où il entre plus profondément dans la compréhension de process d'analyse psychologique, et il va fonder avec Birdwhistell l'Institut de recherche mentale, après un passage, accrochez-vous, comme prof à l'université du Salvador. Donc il a fait à peu près tout dans sa vie, ce monsieur, et il laisse une empreinte qui est une empreinte absolument originale, difficilement comparable. C'est une pensée qui est à la fois simple à présenter et en même temps très complexe. Il a un talent de pédagogue, Václavic, qui est absolument incroyable. Il sait faire passer dans des idées très imagées, très concrètes, des notions particulièrement complexes. Le cœur du message de Václavic, c'est un message constructiviste. Il va imaginer, à partir du modèle de Birdwhistell, l'émetteur, le récepteur, le message. Il imagine en fait ce qui est le cœur finalement du modèle de l'école de Palo Alto. Il essaye de réfléchir, non pas, parce que vous voyez, il n'est pas comme Birdwhistell et puis d'autres dans Palo Alto, c'est pas un ingénieur à la base, vous voyez, c'est pas un pur informaticien, c'est quelqu'un qui va réfléchir à ce qui ressort de cette interaction, à ce qui résulte en termes d'impacts sociaux, d'impacts sociétaux, mais aussi d'impacts familiaux dans l'action qu'il a comme psychothérapeute de cette communication. Il y a un échange, une interaction de communication, j'envoie un message à un récepteur qui me renvoie quelque chose. Qu'est-ce que tout ça provoque comme effets sociaux, comme construit social? C'est ça l'approche constructiviste de Václavic, et il le formule
dans sa pratique thérapeutique avec une phrase qu'il faut sans doute retenir, qui est: il n'y a pas d'individu malade en soi, mais des systèmes sociaux et familiaux qui induisent des pathologies. Et donc il réfléchit à ça, l'interaction entre la communication, le message et ce que ça construit autour de là, dans un cadre familial ou dans un cadre social. Donc il fait toute une série de développements vraiment de très très haut niveau en psychanalyse. Alors là on échappe complètement, ça échappe complètement à mon domaine de compétences à moi. Par contre, il vient sur le champ des effets sociaux ou des enjeux sociaux des technologies de l'information et de la communication. Là, on est plus proche de mon champ d'expertise direct, de manière incidente et finalement un peu par réfraction avec cet ouvrage dont on fête cette année les 40 ans. Qui est la réalité de la réalité. Ouais, c'est mon petit livre rose à moi. Il va dans cet ouvrage-là confronter ce qu'il a construit dans son analyse et dans sa pratique, y compris dans sa pratique de psychanalyste, à des actions de communication, à des phénomènes de communication qu'il décrit, et avec cette même idée que finalement il y a cette interaction de communication n'est pas neutre par rapport à ce qu'il appelle la réalité, ou à ce qu'on peut comprendre comme étant la réalité. Alors vous m'autorisez, si vous en êtes d'accord, à vous faire quelques citations de passage, et puis après j'arrive directement dans le sujet de Václavic et l'intelligence artificielle, de ce qu'on peut en penser. Premier passage, donc là on est vraiment dès le début de la réalité de la réalité, hein, donc on est 78, hein, donc il y a 40 ans. Donc Václavic nous dit que ce livre traite du procès par lequel la communication crée ce que nous appelons réalité. Cette formulation peut de prime abord paraître des plus singulières, car on ne doute pas que la réalité est ce qui est, et la communication une simple manière de l'exprimer ou de l'expliquer. En fait, il n'en est rien. Comme ce livre le montrera, notre idée quotidienne, conventionnelle de la réalité est une illusion que nous passons une partie substantielle de notre vie à étayer, fût-ce au risque considérable de plier les faits à notre propre définition du réel, au lieu d'adopter la démarche inverse. Alors voilà la phrase de la citation fondamentale, on y reviendra tout à l'heure. De toutes les illusions, la plus périlleuse consiste à penser qu'il n'existe qu'une seule réalité. En fait, ce qui existe, ce ne sont que différentes versions de celle-ci, dont certaines peuvent être contradictoires, et qui sont toutes des effets de la communication, non le reflet de vérité objective et éternelle. Il va un petit peu plus loin dans le livre. Donc vous voyez ce passage-là, en fait l'entrée en matière absolument fondamentale de la réalité, où il nous dit que ce qu'on a appris de ce qui nous paraît être quelque chose de réel n'est en fait qu'un construit, une construction qui est le produit d'interactions de communication. C'est ça le thème absolument radical de la réalité de la réalité. Vous voyez, mettons-nous, il fait pas ce parallèle-là dans le livre, mais pour que vous compreniez un peu la radicalité dans le propos de Václavic, il faudrait essayer de se mettre un peu par rapport à une logique un peu de cogito cartésien. Vous voyez, Václavic, il se met dans la peau de l'émetteur de messages, et puis il se dit, bon, finalement, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je sais, de quoi je suis sûr, et il va se mettre à douter des connaissances qu'il a acquises, de l'environnement qui l'entoure. C'est ça le raisonnement du cogito cartésien. Il se met à douter aussi de l'existence même du récepteur. Qu'est-ce qui fait, si je m'adresse à vous, madame, que je puisse être sûr de votre existence. Et puis il arrive finalement à cette notion que le seul réel dont il peut être à peu près sûr, c'est si je m'adresse à vous, il y a un message. Il y a un moment où le message part, et si vous me répondez, il y a un moment, il y a un message qui revient. Et que le substrat, le fluide qu'il y a dans cette communication, le fluide de message, est finalement ce qu'il y a de réel. C'est la réalité de la réalité. Alors un peu plus loin dans le livre, il établit quand même une distinction
parce que cette radicalité dans la remise en cause de l'appréhension du réel, il la pondère, en établissant finalement une distinction entre la réalité de premier ordre, qui est la réalité en fait physico-spatiale, c'est ce qu'on peut toucher. Alors il le dit de manière plus spécifique, il dit ce sont les données pour lesquelles je peux avoir une certitude expérimentale, vérifiable, des données que je peux vérifier dans l'ordre réellement scientifique, physique, mathématique. Là je sais que cette table existe parce que je peux faire une expérience de sa résistance et de ses propriétés physiques. Et puis il y a une réalité de deuxième ordre qui est là la réalité de la perception. Et c'est là où il entre dans cette notion de réalité de la réalité. Il dit que cette réalité de deuxième ordre, celle par laquelle j'appréhende ce qui est réel, n'est qu'un construit de communication, n'est qu'un construit de message, ça n'est qu'une superposition, une forme de sédimentation, d'échanges d'informations qui se sont agrégées au fil du temps. Dans la réalité de la réalité, Václavic aborde assez peu la question de l'informatique. Il parle de communication, il parle d'interaction de communication, y compris dans ce qui est très puissant dans le livre, dans des situations très concrètes de la vie de tous les jours, où il va nous donner des exemples ou des modèles, un peu de distorsion ou d'effets paradoxaux de la communication, en prenant des exemples complètement concrets ou voire triviaux, dans lesquels il va essayer de nous faire comprendre qu'il y a des biais d'information, des biais de communication, des biais de réception. Je vous en livre un exemple pour que vous compreniez la manière dont Václavic écrit, qui a un côté un peu expérimental, où il part du réel pour en dégager des enseignements. En fait, il parle d'une expérience qui est une dispute conjugale. Donc il nous dit, donc là je cite, qu'on va trouver un exemple dramatique de problème de communication dans le livre de Lang, Philipson et Lee, Interpersonal Perception. Donc là il cite cet ouvrage. Deux époux décrivent après 8 ans de mariage l'une de leurs premières disputes. Cela se passa le deuxième soir de leur lune de miel. Ils étaient tous deux assis au bar d'un hôtel lorsque la femme lia conversation avec un couple assis juste à côté d'eux. À son grand dame, son époux refusa de se joindre à la conversation, se tint à l'écart et demeura sombre et hostile à la fois envers elle et envers le couple. S'apercevant de sa mauvaise disposition, elle lui reprocha d'avoir provoqué une situation sociale embarrassante, dans laquelle elle se sentit le bec dans l'eau. Le ton monta et ils finirent par se disputer violemment, chacun accusant l'autre d'être sans égard. Alors après, c'est Václavic qui reparle en direct. 8 ans plus tard, ils découvriront qu'ils avaient eu à l'époque deux interprétations fort différentes de la situation lune de miel, tout en présumant naïvement que, bien entendu, elle avait exactement la même signification dans le langage de l'autre. La lune de miel était pour la femme la première occasion de pratiquer son rôle social fraîchement acquis. Auparavant, je n'avais jamais parlé à un couple en tant qu'épouse. J'avais toujours été avant cela une petite amie, une fiancée, une fille ou une sœur. Le mari, lui, interprétait la lune de miel comme une période d'intimité exclusive, une occasion en or, selon sa propre expression, d'ignorer le reste du monde pour se consacrer à l'exploration de l'autre. La conversation de sa femme avec l'autre couple signifiait pour lui qu'il ne suffisait pas à combler ses désirs, et là encore, il n'y avait aucun interprète qui eût pu pointer l'erreur de traduction. Oui, c'est ça la réalité de la réalité. C'est une batterie d'exemples issus de nos vies très concrètes, ou de la littérature, ou d'éléments artistiques, dans lesquels Václavic va aller déceler ces effets un peu de distorsion qui montrent que là, dans un même message, on peut avoir des appréhensions de la réalité qui peuvent varier, qui peuvent flotter, qui peuvent diverger, qui peuvent nous perturber, y compris notre insertion dans la société. Il ne parle pas réellement, ou pas tant que ça, d'informatique dans la réalité de la réalité. Il le fait à plusieurs, de manière directe, sur un passage notamment où il parle de la communication extraterrestre.
comme difficulté à établir un champ de langage ou un champ d'information, un champ de communication. Et il dit que finalement le seul réel commun qu'on pourrait partager avec des extraterrestres si on entre en communication avec eux, ce serait le code informatique 0-1, et le code analogique. Et donc il dit finalement, ce qui nous ramène à l'essentiel, c'est cette binarité informatique. Il aborde plus directement le sujet de l'informatique et de sa communication dans un autre ouvrage qui est un peu postérieur à La réalité de la réalité, donc La réalité de la réalité 1978. Il écrit Comment réussir à échouer, avec toujours, il y a dans la langue de Václavic toujours une bonne dose d'humour, c'est en 1986, où il parle d'informatique. Et il dit ce que l'on croit ou espère nécessairement vrai ou juste revient toujours comme vérité éternelle après être passé par le système digestif de l'ordinateur. Je vous relis ça pour que vous imprégniez. Ce que l'on croit ou espère nécessairement vrai ou juste revient toujours comme vérité éternelle après être passé par le système digestif de l'ordinateur. Vous voyez, on est 8 ans après La réalité de la réalité, dans l'ouvrage dans lequel il va finalement avoir ce questionnement assez radical de ce qui est réel, de ce qui est notre perception du réel. Et puis il nous dit, vous voyez, il a un peu cette intuition que l'arrivée de l'ordinateur dans nos vies, en 86, l'ordinateur de l'époque, moi j'avais à la maison un premier Amstrad qui devait sur lequel je jouais en faisant du ping-pong avec un pixel, quoi, hein. Donc en 86 il imagine ça, il dit que l'ordinateur il a cette intuition que l'ordinateur va jouer un rôle finalement de départiteur dans notre perception du réel, qui va être perçu ou qu'on va lui donner des propriétés particulières pour nous aider à nous guider dans notre construction du réel. Et finalement, c'est sans doute à partir de ça qu'on peut essayer de relire La réalité de la réalité à l'heure de l'intelligence artificielle, en se positionnant plus spécifiquement sur le champ de la santé. Et je vais essayer de vous faire partager la notion que l'intelligence artificielle, dans le domaine de la santé tel qu'elle se développe, confirme, extrapole, mais aussi contredit la réalité de la réalité telle que Václavic l'imaginait il y a 40 ans. Surtout, vous m'interrompez quand vous voulez. Alors, d'abord, première notion, la réalité de la réalité est sans doute confirmée par l'irruption de l'intelligence artificielle dans nos vies, dans notre société, et plus particulièrement dans le secteur de la santé. Alors, en fait, la réalité de la réalité, on peut dire que c'est une forme de bréviaire qui nous aide à la fois à démystifier ou à sortir d'un certain nombre de pièges, de zones de frottement liées à la surabondance d'informations et de communication. Mais c'est aussi un ouvrage qui va nous aider, si on le prend avec recul, c'est aussi un petit guide d'aide à la mystification. Václavic nous donne des trucs et astuces pour piéger nos semblables ou utiliser des techniques de manipulation, de mystification. Et donc en fait l'IA en santé agit finalement dans les deux vecteurs, de deux manières. C'est à la fois un levier de démystification de pièges liés à la surabondance de la communication dans un système de santé, mais c'est aussi un vecteur ou un facteur de mystification. Alors d'abord c'est un facteur de démystification. Alors Václavic utilise plusieurs termes, il a des termes frappants. Il parle d'abord de confusion comme exemple de phénomène de perturbation de la communication. Václavic, alors là, c'est un des grands théoriciens et un des grands praticiens du double bind. Vous savez, l'injonction paradoxale, soyez spontané, qui est dans l'analyse en psychothérapie un des facteurs à l'extrême de création de risque de schizophrénie. Je vous assène une injonction qui comprend sa propre contradiction et qui d'une certaine manière vous bloque ou est créateur de confusion.
Et on voit que notre système de santé ou la communication qui se développe autour de lui, en fait c'est ça qu'on va essayer d'analyser, de regarder les phénomènes d'information, de communication autour de la santé, peut être créateur d'exemples de confusion de ce type. Regardez la question de la politique vaccinale. C'est un domaine dans lequel on trouve à peu près tous les cas pratiques de brouillage de communication que Václavic décrit dans la réalité de la réalité. Ça va de la rumeur pure et dure. Vous voyez, la rumeur est un champ lexical qui est assez constamment emprunté par les anti-vaccinations pour essayer de brouiller les messages, avec évidemment la puissance hyperbolique qui est aujourd'hui celle des réseaux sociaux, de Facebook. Alors, on est en 78, Václavic n'imagine pas la puissance des réseaux sociaux en 2018, mais il en a quand même l'intuition. Il en donne des exemples et il analyse un ouvrage qui est sorti une petite dizaine d'années avant la réalité de la réalité, dont vous vous souvenez sûrement, qui est La rumeur d'Orléans. L'ouvrage d'Edgar Morin, je ne sais pas si ça vous parle. En fait, c'était un phénomène qu'avait analysé Edgar Morin, dans lequel en fait s'était développée à Orléans une rumeur selon laquelle il y avait des jeunes filles qui étaient enlevées et à qui on faisait subir les pires traitements de traite des blanches. Et c'était des jeunes filles qui étaient enlevées par un sous-marin qui circulait dans la Loire. Et avec des articles, des rumeurs, des coups de fil. Il y avait même des chiffres qui ont circulé avec 23 disparus. Tout ça étant évidemment complètement faux. Et en fait, Edgar Morin et son équipe ont analysé très concrètement les ressorts de développement de cette rumeur, ce qu'il y avait derrière. Et vous voyez bien dans le discours anti-vaccinal, on utilise assez ça, des chiffres, des idées qui frappent, des contre-vérités, des ressorts de peur, des ressorts de crainte, et que l'IA, dans ce qu'elle fonctionne, dans ce qu'on a vu dans la séance précédente, c'est finalement un outil d'aide à la démystification de contre-vérités, parce que l'algorithme ne connaît qu'une seule vérité, ce sont les données. Il traite des données de santé publique, il dégage des hypothèses, il sort des analyses, et il peut, dans le cas précis du vaccin, aider à déterminer quels sont les niveaux de risque, nous aider à mieux connaître par un traitement massif de données quels sont les effets ou les risques associés au vaccin, et surtout quels sont les bénéfices attendus. Il peut nous aider à proportionner et déterminer peut-être encore plus finement qu'aujourd'hui l'écart massif entre les bénéfices et les risques. Donc outil de démystification, et puis peut-être outil d'aide à la décision. J'étais directeur général de CHU, j'étais délégué à la fédération des hôpitaux. J'ai essayé dans les fonctions que j'ai occupées de faire progresser l'idée, modestement, qu'il fallait que les professionnels de santé se vaccinent. Vous voyez que c'est un thème qui est repris par la ministre de la Santé, qui est très en pointe, elle a raison, sur la question de la vaccination. Et sur cette question-là, à vrai dire, moi je me suis toujours demandé s'il n'y en était pas dans un phénomène un peu de confusion à la mode Václavic. Parce qu'il y a quelque chose dans la vaccination des professionnels de santé d'un peu paradoxal à d'un côté valoriser l'engagement de ces professionnels au service des patients, et de l'autre à admettre qu'ils puissent ne pas se vacciner. Vous voyez, il y a un truc, il y a une forme d'injonction paradoxale. Il y a quelque chose qui marche pas ou qui cloche, comme si il y avait un moment dans le schéma, quelqu'un, une autorité, un responsable qui n'assume pas ses responsabilités ou qui laisse coexister des pratiques qui sont par elles-mêmes contradictoires. Un peu sur le mode faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Et à vrai dire, quand vous discutez avec les professionnels, vous avez ils sont dans leur très grande majorité bien conscients de ça, favorables à avancer vers plus de vaccination, et ils demandent un cap, un sens, une communication un peu claire sur ça.
Et donc je pense qu'il y a là sans doute un peu un piège de communication ou des éléments de confusion qui ont été véhiculés sur le sujet. Deuxième exemple, et sans doute là aussi, le pilotage par les données de santé, le pilotage algorithmique va aider à y voir plus clair, en donnant des chiffres, combien de professionnels de santé se vaccinent, si on met face à un risque épidémique grippal, quel est le taux de vaccination qu'il faut atteindre dans un établissement, quel est le taux optimal en termes d'effectifs pour pouvoir comprimer les risques de propagation d'un risque de contamination dans une structure. Enfin, vous voyez, objectiver des éléments sur lesquels on vit avec un certain à peu près de communication. Je prends un deuxième exemple de ce que l'IA devrait nous permettre de ne plus connaître. Donc j'étais DG du CHU de La Réunion, et puis un peu après la sortie de mes fonctions, on a lancé l'alerte avec une association de patients que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Rénalou. C'est l'association des patients qui représentent les insuffisants rénaux chroniques, sur en fait la situation d'un opérateur de dialyse facialement à but non lucratif. On s'est aperçu, en fait, moi, le ministère et l'Agence régionale de santé m'avaient demandé de développer avec les équipes du CHU la greffe rénale. Et donc ce qu'on a fait, on a monté une soixantaine de greffes, non sans difficulté, des sujets internes à l'hôpital qu'on a essayé de régler petit à petit. Et puis je sentais que plus on accélérait, plus ça bloquait. Vous voyez qu'il y avait un seuil au-delà duquel ça bloquait. Et après j'ai compris le truc a posteriori, c'est-à-dire qu'il y avait un modèle ou un dispositif dans lequel par ailleurs le modèle de financement de l'insuffisance rénale donnait une incitation financière beaucoup plus forte au maintien de patients en centre lourd de dialyse. Ça c'est vrai du modèle national. La dialyse en centre est beaucoup mieux, que ce soit centre lourd ou unité de dialyse médicalisée, est beaucoup mieux payée, beaucoup plus payée que la dialyse à domicile. Et pour un opérateur dont le modèle ou le financement princeps c'est la dialyse, le fait d'envoyer des patients se faire greffer, ça veut dire qu'ils sortent de la file active en termes de production de ressources. Modèle que la Cour des comptes avait critiqué dès un rapport de 2015. Et là, dans cette situation précise, la CNAM a fait une enquête sur les actes de cet opérateur et il y a 3 semaines, a décidé de porter plainte pour escroquerie aggravée contre cet opérateur avec des suspicions de fraude de plus de 4 millions d'euros et depuis pendant une quinzaine d'années des dizaines voire des centaines de patients qui ont été bloqués en centre lourd de dialyse alors qu'ils pourraient être pris en charge à domicile ou greffés. Vous voyez des effets majeurs sur la situation familiale ou professionnelle des gens. Exemple peut-être très fort, mais exemple malheureusement sans doute pas isolé au niveau national parce qu'il a été permis par ce modèle de financement de l'insuffisance rénale. Donc, que va changer l'IA? Vous voyez là, on est dans un exemple de désinformation pure et dure, en mode Vaslavic, parce que vous voyez, quand je demandais, j'avais pris la présidence du réseau de prélèvement d'organes, quand je demandais aux interlocuteurs, mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à aller plus loin dans le développement de la greffe, on me disait, oui, mais il y a une réticence culturelle de la population réunionnaise, parce que les gens, ils sont moins favorables à la greffe, parce que ça se passe pas comme ça ici chez nous. De la désinformation, quoi. Le facteur principal c'était l'existence d'un modèle économique absolument contradictoire avec la dialyse à domicile et avec la greffe. Et là l'IA doit nous permettre de mieux prendre conscience de ça parce que vous voyez il y avait 2 données. Moi j'étais pas chargé du contrôle de cet opérateur, mais je mets aussi la pierre un petit peu dans mon jardin. J'étais DG du CHU. J'ai compris le truc qu'a posteriori, quoi, parce que il y a eu des plaintes de patients, parce qu'il y a eu un travail journalistique qui a été fait, on a lancé l'alerte, on a tiré la pelote, mais j'aurais dû comprendre le sujet en mettant en face 2 chiffres, une surprévalence de l'insuffisance rénale triple par rapport à la moyenne nationale, versus un taux d'accès à la dialyse à domicile équivalent au 10e de la moyenne nationale, alors même qu'en France vous avez seulement 8% des patients suffisants rénaux chroniques qui sont pris en charge à domicile versus 20% en moyenne dans l'Union européenne. Vous voyez, la mise en... Là, on n'est pas dans l'IA, hein, c'est vraiment le degré zéro du pilotage par les données. La mise en confrontation de ces 2 données de santé publique aurait pu faire émerger la désinformation et nous amener à interroger beaucoup plus vigoureusement un cas presque prototypique de non-pertinence des actes médicaux. L'IA va sans doute aider
à lutter contre ces phénomènes de désinformation. Et puis, troisième exemple que je voulais vous prendre, là beaucoup moins fort, parce que vous avez compris que l'exemple précédent, il touche directement la vie des gens, leur prise en charge, leur incapacité à avoir une vie familiale normale, parce que subir 3 séances par semaine de dialyse en centre lourd, alors que vous pourriez être pris en charge chez vous, ça percute complètement la vie des gens, quoi. Exemple beaucoup plus trivial, il y a une bataille rangée chaque année, ça va être encore le cas cette année, après la loi de financement de la sécurité sociale, en modèle de tarification à l'activité, le gouvernement doit fixer des tarifs. Il doit donner une valeur au groupe homogène de séjour, c'est la clé de financement des établissements. Et vous avez chaque année une bataille de communication, où vous avez, j'y ai versé moi-même, les établissements publics qui disent voilà, nous nos coûts c'est ça, on a besoin de temps, les établissements privés qui disent nous c'est ça, et ils ont chacun leur propre échelle de calcul. 2 échelles, 2 thermomètres différents, et donc du coup chacun s'envoie des chiffres à la tête, et on n'a aucun moyen de pouvoir départir les choses. C'est, on va dire, de la désinformation de bonne aloi, on va dire ça comme ça. À l'heure de l'IA, il faut espérer que le développement d'outils d'information, y compris sur le terrain de la gestion, y compris sur le terrain médico-administratif, permettront de sortir de phénomènes de désinformation de ce type. Donc, on peut faire ce vœu que la diffusion qu'on a déjà utilisée, déjà montrée dans un certain nombre de ces aspects de l'intelligence artificielle dans notre système de santé permettra d'aller plus loin dans la démystification et en sortant de ces phénomènes distorsifs de communication que Václavic décrit par le menu dans La réalité de la réalité. Mais l'IA ne va pas agir de manière unilatérale par rapport à cette idée de nous donner une meilleure perception du réel. Elle jouera aussi un rôle de mystification. L'IA va nous aider à mieux voir certaines choses, mais elle va aussi brouiller notre perception de la réalité pour d'autres aspects. Vous étiez, un certain nombre d'entre vous, présents à la séance précédente avec Nathalie Nevéjeance, où on avait regardé les questions de risque de délégation. Et donc vous vous souvenez en fait de ces doubles risques de délégation. D'un côté, la délégation de la décision du médecin à l'intelligence artificielle, et de l'autre, la délégation du consentement du patient à l'IA. Et vous vous souvenez que j'avais établi une hiérarchie claire. Vous voyez, pour moi, clairement, ces risques-là, qui sont théoriques et potentiels, sont infiniment inférieurs aux avancées potentiellement extraordinaires en termes de gains de santé publique que permet l'IA. Vous avez vu l'exemple précédent, donc qu'il ne serait pas éthique de bloquer la diffusion du numérique et de l'IA dans le système. Simplement, en s'y ouvrant, on crée un risque exactement comme moi, je vous souviens, je vous ai pris cet exemple-là, quand je regarde Netflix chez moi, j'ai Netflix à la maison depuis 1 an, j'ai pas d'exemple de série télé que m'ait proposé Netflix que j'ai refusé parce que ça me plaît bien, parce que c'est proposé par 99% des gens qui ont regardé, donc du coup mon consentement de patient, mon consentement de consommateur de séries télé là existe toujours en droit, mais s'évapore petit à petit en pratique. Et donc du coup l'IA pèse sur mon jugement, elle le fait avec un process qui est quand même assez sophistiqué, qui est que elle le fait en agissant sur mes propres comportements et en proposant un certain mode d'action, là, regarder une série télé, et en tirant des conséquences pour faire des propositions ultérieures qui ont encore plus de chances de me convaincre. Ces biais de perception du numérique, qui sont finalement des altérations de la communication, des brouillages du réel, on dirait Václavic, ne sont pas des phénomènes nouveaux. Il faut revenir à Elisa. Ce chatbot de 1962 qui a été conçu par Weizenbaum, qui était à la fois un informaticien mais aussi un psychothérapeute. Vous voyez, un peu la même racine que, en tout cas de construction pensée que Václavic. Vous savez, c'est ce chatbot où il prend un groupe de 100 dépressifs, il le divise en 2, et donc groupe A, groupe B, il dit vous allez parler avec un psychothérapeute derrière l'ordinateur et vous allez parler lui de vos problèmes.
Et donc c'est le chatbot version 62, donc il a des réponses préautomatisées, préenregistrées. Donc le groupe A échange réellement avec un vrai psychothérapeute, et le groupe B échange avec Elisa, dont les réponses sont préenregistrées. Je comprends pas, pourriez-vous préciser, ça m'intéresse beaucoup, pourriez-vous aller plus loin, comment allez-vous? Et à la fin, Weizenbaum fait une enquête de satisfaction et il demande aux gens, est-ce que ça vous a fait du bien? Et les résultats sont équivalents entre le groupe A et le groupe B. Donc ça nous incite à penser quoi? Ça nous incite déjà à l'humilité, à relativiser le fait que ces phénomènes d'impact des machines et de l'IA sur notre santé seraient des phénomènes récents, pas du tout. Là, c'est en 62. Ça nous incite aussi à bien comprendre que ce champ de recherche sur la manière dont l'information brouille la perception du réel est aussi un champ de recherche assez ancien. Dans l'expérience de Weizenbaum, il y a la notion que le signal informatique, le code informatique est producteur en soi, peut être producteur en soi de brouillage de perception du réel. Là, en l'occurrence, je me fais la représentation, mais il y a un mensonge à la base que j'échange avec un vrai être humain. Et puis après, ce champ d'analyse a été précisé. Il y a eu notamment des expériences qui ont été faites sur les distributeurs de billets, distributeurs de cartes bleues. Et donc en fait, on a eu des expériences comme ça sociologiques montrant que les comportements variaient suivant le fait que vous êtes accueilli par un message qui vous donne le sentiment ou pas d'avoir un interlocuteur en face. Et là vous voyez, c'est un brouillage un peu de second rang, parce que quand vous allez voir, quand vous allez chercher des billets au distributeur, vous êtes bien persuadé, contrairement à l'expérience de Weizenbaum, que vous n'avez pas d'interlocuteur humain en face. Par contre, vos comportements varient, l'argent que vous retirez bouge, suivant que vous êtes plus ou moins bien accueilli. Vous voyez, bonjour madame, bonjour monsieur, que souhaitez-vous faire, est-ce que c'est un retrait, machin. Et donc vous voyez, on a comme ça des critères d'efficacité suivant le niveau de structuration du message ou le niveau d'anthropomorphisme du message qui est porté par le distributeur automatique. Alors, l'algorithme apprenant, l'algorithme de machine learning, celui qui est capable au bout du temps de traitement de données, au bout d'un certain temps de traitement de données, de produire une version adaptée de lui-même, ou une version plus efficace de lui-même pour interagir avec nous, porte ces phénomènes-là de mystification ou de distorsion du réel sur une échelle possiblement hyperbolique, avec évidemment des questions qui sont analysées sur est-ce que finalement la solution qui m'est proposée s'appuie sur un échantillon de données représentatives, est-ce que dans la manière dont l'algorithme apprend, il n'y a pas une forme de subjectivité initiale du programmeur qui se reproduirait en chaîne au fil du développement de machine learning? Est-ce qu'il n'y a pas des risques de discrimination suivant une série de critères? Est-ce qu'il n'y a pas des risques d'overshooting, c'est-à-dire d'aller finalement trop fort et trop loin dans le traitement de données pour atteindre l'objectif initial du programme, alors qu'on pourrait avoir une économie de moyens plus raisonnable pour pouvoir atteindre cet objectif initial? Je reste sur mon exemple de Netflix, où finalement, de manière presque consciente, d'ailleurs ça m'aide beaucoup de vous en parler, ça m'aide beaucoup de vous en parler, de manière presque consciente, j'entre dans l'illusion que le champ possible, le champ des possibles dans le domaine culturel, la production de séries télé, se referme progressivement sur cet algorithme-là. Et ma pratique ou mon taux d'accès à des séries télé en dehors de Netflix est en train de diminuer de manière absolument considérable et spectaculaire. Et donc du coup, vous voyez, je suis un peu comme devant un distributeur de billets de banque, c'est-à-dire que je sais précisément que Netflix n'est pas seul au monde ou pas encore seul au monde. Par contre, j'entre dans son jeu parce ça me procure une satisfaction opérationnelle qui fait que je reste quand même dans ce silo-là. Et l'algorithme fait tout ce qu'il peut
pour me donner le sentiment ou me donner l'illusion que finalement je ne suis pas dans un tunnel. Je ne sais pas si vous avez... qui a Netflix dans la salle à la maison bon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, déjà réfléchissez-y avant d'y aller, même si moi je suis très heureux. Je suis très heureux, j'ai pas d'action chez Netflix, mais je suis très heureux. Mais en tout cas, ce qui me fascine, alors là je le regarde évidemment avec le regard de la science informatique, c'est que l'algorithme déploie des techniques pour me faire croire que je ne suis pas dans un dialogue solitaire avec lui en fait. Il m'envoie des messages, je reçois des mails qui me disent regardez ce qu'il y a de nouveau sur Netflix. Voilà, on crée, oui, allez-y. Mais c'est de l'IA ou c'est du marketing? Parce que du coup, quelque part, c'est associé. Mais... Oui, c'est du marketing drivé par l'IA. C'est ça qui est très puissant, c'est-à-dire qu'en fait, je reçois des mails. Regardez ce qu'il y a de nouveau sur Netflix. Donc, vous voyez, le mail, c'est un canal de communication qui est externe à la bande passante que j'active. Vous voyez, au schéma émetteur-récepteur de Princeps. Mon schéma émetteur-récepteur Princeps, c'est quand j'allume ma télé que j'active Netflix. Là, l'algorithme a recours, parce que je lui ai donné mon mail, à un canal d'information dérivé pour me donner le sentiment qu'il crée une extériorité du tunnel émetteur-récepteur qu'il a auto-créé et qui l'alimente. En fait, il crée une extériorité. Et puis, deuxième notion, donc ma femme a un profil sur Netflix, et Netflix sait que ma femme est ma femme, parce qu'elle lui a dit, et que je lui ai dit. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que ma femme reçoit des propositions de programmes qui en fait sont une synthèse de ce qu'elle regarde et de ce que je regarde, et je reçois des propositions de programmes qui parfois viennent d'elle, donc ou de son profil à elle, ou de la réinterprétation par l'IA de ce qu'elle regarde. Et voilà, oui, bah, c'est pareil pour la musique, pareil avec Spotify. Je ne suis pas utilisateur de Spotify, mais je pense que ça va être à peu près ça. Et donc vous voyez, là ce qui est finalement la surconfusion ou la surmystification, c'est que comme l'algorithme génère un risque d'isolement, où moi je vais regarder que des séries de science-fiction ou des films de guerre et tout seul en essayant de faire en sorte que je puisse avoir des temps sauvés et reconstituer une forme de célibat télévisuel. Et puis pendant ce temps-là, ma femme va regarder toute une série de séries alors, que je ne qualifierais pas, mais qui sont assez loin de mon champ de préférence. Et puis on a quand même des centres d'intérêt communs. Et puis d'ailleurs Netflix a sorti une campagne de pub qui dit, là il y a 15 jours, qui dit s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais c'est regarder tous les deux la même série Netflix. Et j'ai trouvé ça merveilleux parce que en algorithmique pure, ça aboutit à ce que Netflix nous propose tous les deux en même temps la série Jane the Virgin. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est en fait une série en fait qui raconte l'histoire d'une fille qui se fait inséminer à tort et qui donc du coup doit élever son enfant. Vous voyez, c'est une combinaison de séries à l'eau de rose et puis de technologie médicale. Donc vous voyez, Netflix a trouvé le point exact de centre d'intérêt commun et il a contribué au rétablissement de la paix des ménages. Vous voyez, il est très fort et il est de plus en plus fort. Mais vous voyez, il établit de la mystification de communication et on a une puissance d'analyse de nos comportements et l'établissement de biais distorsifs qui est évidemment sans commune mesure avec mon chatbot Elisa et qui nous ramène à la citation initiale. Ce que l'on croit ou espère nécessairement vrai ou juste revient toujours comme vérité éternelle après être passé par le système digestif de l'ordinateur. Alors, vous avez vu que donc, l'IA confirme les intuitions de Václavic. Mais la réalité de la réalité est aussi extrapolée par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que l'IA, et si on la regarde plus spécifiquement, c'est l'objet de la chaire sous le champ de la santé, extrapole certaines constatations de Václavic. Alors d'abord, l'IA permet
de sortir de la distorsion. Vous voyez, c'est pas simplement un vecteur de démystification, elle permet de dépasser une distorsion qui n'est pas qu'une distorsion de communication, mais qui est une distorsion dans le champ du réel. En amenant de l'information, en amenant de la communication hyperbolique, l'IA permet de toucher la réalité de premier ordre. Vous voyez, c'est ça qui me semble intéressant de comprendre, c'est que la réalité de deuxième ordre, celle qui est créée par la com, permet de rétroagir sur la réalité de premier ordre, celle qui est dans le réel physique de notre système de santé. L'auto-communication peut perturber le réel de premier ordre. Et l'IA, vous comprenez, peut remettre de la cohérence dans un désordre réel. Alors, je prends un exemple qui a traversé en fait mon parcours dans le système. C'est une expérience que j'ai faite, et sûrement vous aussi, à de multiples reprises, des effets délétères de la séparation entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social. J'ai commencé ma carrière comme directeur de centre de gérontologie, je me suis occupé, quand j'étais à Matignon, d'autonomie, et vous comme patient, ou par vos proches, ou comme professionnel, vous allez mesurer à quel point ce principe de séparation est complètement absurde. Et pourtant, il est gravé dans le dur de la réalité palpable de premier ordre de notre système de santé, depuis la séparation entre le droit sanitaire et le droit médico-social, issu de la loi hospitalière de 1970 et la loi médico-sociale de 1975, qui aboutit à la création, à la scission de deux régimes juridiques, deux ensembles d'établissements, disjoints l'un par rapport à l'autre, qui aboutit à des effets de réalité de premier ordre complètement distorsifs pour les populations qui sont à la jointure du sanitaire et du médico-social, des personnes âgées atteintes de troubles neurodégénératifs qui arrivent aux urgences, sont pris en charge dans des lits de longue durée, avec un aval de prise en charge ensuite à réadaptation sur une longue durée parfois déficient. Les personnes avec autisme, voyez, réfléchissez aux segments qui sont la jointure entre le sanitaire et le médico-social. Les personnes atteintes de traumatisme crânien, de cérébrolésions et de blessures médulaires qui font du ping-pong entre les structures sanitaires et les structures médico-sociales. Donc ce principe de séparation, on a essayé de le contrebalancer, de le dépasser, on a essayé de trouver des amodiations, on a créé des agences régionales de santé, on voit bien qu'on n'a pas touché au fond de la séparation. Et puis tout ça est allé jusqu'à une absurdité telle que vous avez des process d'évaluation de la qualité de la prise en charge des patients qui sont différents suivant les deux secteurs. Vous avez une évaluation de la qualité sanitaire, une évaluation de la qualité médico-sociale, qui fait qu'un même parcours de prise en charge du patient sera évalué dans sa qualité ou son impact en logique complètement de tuyau d'orgue. Et je pense que cette distorsion réelle peut être corrigée par l'intelligence artificielle. Et bien que si on se met en mode de pilotage par les données de santé à l'échelle d'un territoire, tout ça n'a aucun sens. La prise en charge d'une personne sera analysée à travers les données qui la concernent au fil de son parcours de prise en charge. Le patient diabétique, on va le suivre au fil du temps pour regarder comment sa situation évolue. Et d'ailleurs, ce thème-là, plus le thème de l'insuffisance rénale dont j'ai déjà parlé, sont les deux premiers thèmes dans le plan santé 2022 qui sont retenus comme étant des thèmes d'expérimentation de financement forfaitaire, branchés sur des systèmes de suivi et de pilotage par les données à l'échelle d'une population déterminée. Puis l'application d'algorithmes apprenants permettra de rétroagir sur ces prises en charge, d'adapter les process, de mieux proportionner les outils. Et donc vous comprenez que l'IA en santé, là, va permettre d'agir et de corriger ce qui est en fait une distorsion de réalité de premier ordre. Là, on n'est pas dans l'univers de la com, on est dans les réalités physiques de la personne âgée dont on aurait pu ou dû éviter le transfert aux urgences et qui aurait pu ou dû être régulé préalablement dans son EHPAD par une téléconsultation spécialisée plutôt que de l'envoyer attendre pendant 10 heures sur un brancard dans une zone de l'e-porte hospitalier, quoi. Vous voyez, et donc là, l'IA peut permettre d'aller corriger la distorsion de la réalité de premier ordre. Deuxième notion,
Et je reviens à la citation initiale. De toutes les illusions, la plus périlleuse consiste à penser qu'il n'existe qu'une seule réalité. En fait, ce qui existe, ce sont différentes versions de la réalité. Alors, je vais vous demander de vous accrocher un peu, parce que là, on va passer un petit cran, mais vous allez voir, avec le langage de Václavic, on est toujours dans des choses qui, en fait, ramènent, en des termes simples, des notions complexes. En fait, Václavic va nous expliquer que cet effet de brouillage du réel par l'univers de toute communication n'est pas sans rapport avec la notion d'écoulement du temps. Alors, revenons dans son texte. Il a un passage plutôt vers la fin du livre. Donc c'est le chapitre 19 qui s'appelle Voyage dans le temps, où il explique quelle est sa perception de la manière dont ce facteur temps peut jouer sur la construction du réel par l'information et la communication. Il nous dit: comme nous avançons avec le temps, nous nous trouvons constamment à la frontière entre futur et passé. Notre expérience la plus immédiate de la réalité, le présent, n'est que ce moment infinitésimal où le futur devient passé. Alors, il est un peu plus loin, il dit: si pseudo-philosophiques que paraissent ces considérations, elles n'en indiquent pas moins que notre expérience du temps est intimement liée à l'idée de causalité. Quand nous disons qu'un événement est la cause d'un autre, nous voulons évidemment dire que le second suit le premier dans le temps. Nous retrouvons là le « si alors » temporel que nous devons soigneusement distinguer du « si alors » intemporel de la logique. Il serait tout à fait absurde d'imaginer que la séquence événementielle puisse être inversée, qu'un événement du futur puisse être la cause d'un événement du passé. Le projet d'une action n'a de sens que parce que le temps, à notre connaissance, s'écoule dans une seule direction, notre univers entier avançant du même pas, sans quoi les objets voyageant à différentes vitesses horaires disparaîtraient selon le cas dans le passé ou le futur. Mais il n'en est rien. Ce qui vient à l'appui de l'explication donnée par le voyageur du temps d'H.G. Wells, c'est la machine à remonter le temps, mise en exergue à ce chapitre. Le temps n'est pas, comme on le croit souvent, une simple dimension de l'intelligence humaine, une illusion nécessaire à notre conscience. Et la physique en a véritablement administré la preuve. Vous voyez, on retrouve distinction réalité de premier ordre, réalité de deuxième ordre. Le continuum espace-temps d'Einstein et de Minkowski est jusqu'ici la représentation la plus moderne et la plus précise de notre réalité physique. Il ne laisse aucun doute que notre univers soit quadridimensionnel, même si la quatrième dimension, le temps, a des propriétés différentes de celles des trois dimensions spatiales. Elle n'est avant tout pas accessible directement à nos sens. Mais nous pouvons du moins apprécier qu'il faut 4 types de mesures pour localiser un événement dans notre monde. Ses coordonnées spatiales, longitude, latitude et hauteur, et son moment dans le temps. Nous ne sommes pas au-delà de ce niveau modeste d'intelligence, en meilleure posture que le carré de Fatland à qui la sphère tentait d'expliquer les propriétés d'une réalité tridimensionnelle. Bon, donc là on est un peu plus loin dans la construction. Il parle après, et c'est son dernier chapitre. Je vous lis encore ce passage-là parce qu'il est, pour moi fondamental et visionnaire de ce qui est aujourd'hui l'impact de l'IA sur notre représentation de la réalité et du temps. Et vous voyez qu'il anticipe des choses, ou il pressent des choses, sans être capable d'imaginer bien sûr ce que serait l'IA de machine learning. Alors là, il revient sur le présent. Il parle c'est ce qu'il appelle l'instant éternel. Vous voyez cette idée que là on est ensemble dans l'instant présent, et au moment où je parle, il s'est déjà évanoui. Vous voyez, c'est cette quête d'une forme d'éternité du présent. Donc le présent est notre expérience de la réalité, à la fois la plus immédiate et la plus impalpable. Maintenant est un instant sans durée, et pourtant il est le seul moment du temps où ce qui arrive, arrive, et ce qui change, change.
Il est passé avant même que nous n'en prenions conscience. Et pourtant, comme tout instant présent est immédiatement suivi d'un nouvel instant présent, maintenant est notre seule expérience directe de la réalité. D'où l'image zen de l'écartement du vide. Puis il dit un peu plus loin. C'est le dernier paragraphe du livre, je fais un peu spoiler. Et voici un dernier paradoxe. Tous ceux qui ont tenté d'exprimer l'expérience de l'instant pur, présent, ayant trouvé le langage tristement inadéquat. Il parle de notre incapacité à dire ce qu'est l'instant présent. Le Tao qu'on peut exprimer n'est pas le vrai Tao. Écrivait Lao Tzu il y a 2500 ans. Quand on demanda au maître Shinto d'expliquer l'ultime enseignement du bouddhisme, il répondit « Vous ne le comprendrez pas jusqu'à ce que vous le possédiez. Bien entendu, quand vous le posséderez, vous n'aurez plus besoin d'explication. » Et Wittgenstein, ayant poussé sa recherche de la réalité jusqu'aux limites de l'esprit humain, conclut son Tractatus par la célèbre phrase « De quoi on ne peut pas parler, sur quoi on doit se taire ?» Un bon endroit pour conclure ce livre. Alors, oui, il touche quelque chose, Václavic, et je reviens à l'intelligence artificielle en santé, et je fais un petit retour sur ce bouquin dont Bernard a bien voulu faire, ne cesser de faire la promo ces derniers mois, dont je vous ai parlé la dernière fois sur... est-ce que j'en ai un C'est ça. En fait, Sarah, c'est un exemple de... C'est un roman d'anticipation, qui traite de l'IA appliquée à une épidémie d'Ebola dans Paris. Donc, vous verrez si vous regardez le livre, qu'en fait, Sarah est un peu la fille de Václavic, au sens où elle passe son temps pour atteindre ses nobles objectifs et essayer de perturber notre appréhension du réel. Quand vous regardez l'intelligence artificielle en santé, il faut imaginer que l'algorithme s'approvisionne pour porter la décision clinique en données qu'il acquiert et qui en fait fonctionne comme un continuum d'options causales. Alors, j'essaie de m'expliquer, vous voyez, Václavic introduit la notion de causalité dans l'appréhension du réel. Imaginons un cas de gestion d'IA, donc qui est un cas réel. D'ailleurs, c'est à partir de ce cas-là que s'est construit DeepMind, l'algorithme de l'intelligence artificielle en santé de Google. C'est la gestion d'un épisode d'insuffisance rénale sévère aux urgences. Un patient arrive, il a un trouble rénal très très grave, et là, qu'est-ce qui se passe ? Il est accueilli par une infirmière, il est vu tout de suite par un médecin, 0, 1. Il y a une indication de faire un cliché de radiologie pour regarder ce qui se passe, un scan, 0, 1. Le scan révèle une dysfonction grave du rein, ou non, 0, 1. Donc vous voyez, il y a comme ça un faisceau d'options de prise en charge qui correspondent à la fois à des critères organisationnels mais aussi à des critères médicaux que l'intelligence artificielle qui digitalise le parcours de prise en charge va piloter et va orienter comme ça le parcours du patient, et en même temps qu'elle l'oriente, elle l'enregistre, elle acquiert de la donnée, elle acquiert de l'information sur ce patient. Et puis arrivera, donc ça c'est le patient A, puis arrivera le patient B qui arrive un petit peu plus tard, qui a le même tableau clinique initial. Et il arrive, et puis pareil, faisceau d'options causales, jusqu'au moment où l'IA a tellement digitalisé de parcours de prise en charge de patients qui sont dans la même situation clinique, qu'il y a un moment où le faisceau d'options causales du patient A et le faisceau d'options causales du patient B vont se croiser, et on va avoir un point de contact entre le réseau d'options décisionnelles d'un patient et d'un autre. Et vous comprenez bien que dans l'algorithme d'IA, le point de contact qui ressemble beaucoup à un lien hypertexte. Vous voyez sur Internet, quand vous êtes sur une page et que vous cliquez sur un lien qui vous amène dans une autre. L'hypertextualité, c'est une notion d'informatique.
cette hypertextualité est extrêmement précieuse pour l'IA, parce que ça permet de dire, tiens, je sais que il y a un autre patient qui était dans la même situation, est-ce que je vais pouvoir adapter la réponse thérapeutique que je vais proposer pour ce patient que je traite là dans l'instant présent, en fonction de ce que je sais, de ce que j'avais fait la dernière fois pour le patient qui était dans la même situation. Je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement. Et donc vous comprenez bien qu'on est finalement dans un champ de réel où l'IA ajoute une dimension de causalité et une dimension de temporalité. On a bien un continuum d'options causales. Qu'est-ce qui fait que quelque chose qui arrive, dirait Václavic, et en même temps il y a une notion de temporalité ou de neutralisation de la temporalité. Parce que on cherche cet instant éternel, ou cet instant présent qu'on n'arrive jamais à aller chercher. Cet instant présent, il a une réalité immédiate de premier ordre pour le patient qui se présente aux urgences. Simplement, il ne réalise pas que dans la sphère de raisonnement de l'IA, son parcours est au moment où il le vit digitalisé, donc gravé dans une temporalité qui va se détacher du présent et va s'inscrire dans une temporalité longue, et qu'en même temps, quand son faisceau d'options causales viendra toucher un point de contact qui rencontrera le faisceau d'options causales d'un autre patient, et bien en fait, il va absorber la temporalité qui était celle du patient qui avait connu la même situation que lui avant lui. Et donc l'IA, en santé, mais l'IA en général, navigue dans un faisceau d'options causales qui, pour partie, s'extrait ou s'absorbe du temps. Elle attrait dans la temporalité de l'instant présent des éléments de temporalité passée pour pouvoir sortir une proposition de prise en charge qui va s'appliquer au futur. Et donc du coup, là où on extrapole assez loin la réalité de la réalité, c'est que, mais en même temps en restant, vous avez compris, hein, dans l'intuition de Václavic, c'est qu'il y a un extrême de l'IA, ou un schéma de raisonnement de l'IA, que j'essaie de décrire un peu dans Sarah, où l'intelligence artificielle aura acquis tellement de données, pas simplement sur ce parcours de prise en charge là, mais sur tous les autres, qu'elle saura préanticiper ce qui va nous arriver et prédéterminer ce qui peut arriver pour la suite. Et où plus elle acquiert de données, plus elle digitalise le parcours de patient, plus le passé, le présent et le futur deviennent des notions qui sont des notions mises sur un même plan. Et finalement, la notion clé, c'est la causalité. Qu'est-ce qui fait que quelque chose arrive? L'intelligence artificielle, pouvant à l'extrême de tout, se concevoir comme un outil de gestion des causalités, d'anticipation, d'administration de la causalité, avec là-dedans une notion d'opérationnalité. Vous voyez, vous comprenez, je pense que vous avez compris l'opérationnalité de ce que je dis. On n'est pas dans la théorie, on est dans un arbre décisionnel qui se gère sur des cas réels. L'anticipation des événements. L'anticipation, ce qu'on appelle la médecine prédictive, mais je trouve que l'expression de médecine prédictive est un peu rapide. Il ne s'agit pas simplement de prédire, il s'agit de gérer un flux causal et de savoir intervenir à un moment donné de ce flux pour gérer des options qui peut-être n'arriveront jamais. Vous voyez, dans la série TV, Personne terrestre. Oui, un peu, oui, la personne terrestre, et c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est une IA qui essaye de... Alors, on ne sait pas trop bien comment elle fonctionne. Il y a un pouvoir, l'IA dans Personne terrestre a un pouvoir un peu magique. D'ailleurs, si vous regardez, pour rester un peu dans le genre de la SF, si vous regardez Terminator, dans le film initial et dans les suites cinématographiques, et surtout, je vous invite à regarder la série qui passe pas sur Netflix, qui s'appelle Terminator, les chroniques de Sarah Connor, c'est une série qui est dérivée du film et qui a pas marché, voire pas marché du tout, mais qui en fait va très très loin dans l'exploitation d'un truc
truc scénaristique qui avait été trouvé dès le premier Terminator, qui est la boucle temporelle. Vous connaissez l'histoire du film, en fait, c'est le Terminator est un robot tueur, je ne sais pas pourquoi il veut nous tuer à la base d'ailleurs, mais en fait il veut nous tuer, qui remonte dans le temps pour tuer John Connor, qui est le chef de la résistance humaine dans le futur. Et oui, il y a quelque chose d'assez à la fois génial là-dedans et d'insatisfaisant. C'est-à-dire que le Terminator de 1984 est avant l'invention du machine learning par David Goldberg en 1989. Mais quand même, il y a cette intuition que l'intelligence artificielle et le robot ne sont pas neutres par rapport à l'écoulement du temps, ou qu'il y a un truc qui se passe, ou que ça modifie le rapport au temps. Sauf que là, on imagine une machine à remonter le temps qui est jusqu'ici quelque chose d'utopique, ce qu'on peut en savoir. Par contre, l'IA, l'intelligence artificielle apprenante, l'IA qui s'appuie sur du big data à l'extrême, est un outil non pas de remontée dans le temps, mais c'est un outil d'annihilation de la notion même d'écoulement du temps, par une neutralisation ou une gestion de la causalité. J'ai des données, j'anticipe ce qui va se passer, et donc j'essaye d'être finalement dans un instant éternel que je vais faire durer au mieux de vos intérêts, pour notre plus grand bien, quoi. Mais vous voyez que derrière, il y a un enjeu de réduction de ce qu'on appelle le hasard, et il y a aussi une prétention un peu prométhéenne là-dedans. Vous voyez, l'IA qui va tout couvrir, qui va tout anticiper, qui va réduire le champ du hasard, qui va expliquer qui va essayer de fournir une explication scientifique ou plutôt une explication alternative à ce qu'on ne peut pas expliquer dans nos vies. Vous voyez, il y a quelque chose de très prométhéen là-dedans. Jusqu'où ça nous mène, ça je ne sais pas, mais je pense que vous avez compris le point, et le fait que dès 1978, vous voyez, je force pas le texte, l'IA n'est pas là, a été déjà inventée, l'IA c'est Turing en 1950, Valsavic était parfaitement au fait de tout ça, l'IA machine learning n'était pas inventée, surtout ces cas d'application pratique n'étaient pas aussi directement perceptibles que ceux d'aujourd'hui. Mais l'écrasement du temps et la gestion de la causalité par l'ordinateur est pressenti par Valsavic dès la réalité de la réalité. Et là j'extrapole, mais j'extrapole pas tant que ça. N'hésitez pas à réagir. Troisième idée, donc la réalité de la réalité confirmée, la réalité de la réalité extrapolée, mais la réalité de la réalité aussi contredite par l'intelligence artificielle en général, et là, dans le domaine de la santé en particulier. Elle est contredite d'abord par ça, la notion de la réalité augmentée. Vous voyez, ce qu'on appelle réalité augmentée, c'est quelque chose qui n'est pas neutre par rapport au thème, où finalement on va avoir recours à l'IA, au numérique, pour nous aider à concevoir ou appréhender une réalité de premier ordre dont on ne peut pas avoir spontanément conscience par rapport à partir du matériau d'information dont on dispose. Vous voyez, ça c'est l'exemple du projet Visible Patient de l'IRCAD, qui est mené par le professeur Soler, et qui a mis en place des outils numériques permettant d'appréhender complètement une situation d'organe avant un geste opératoire que le chirurgien, par son regard propre ou par de l'imagerie directe, ne pourrait pas complètement percevoir. Et en fait ça va très loin, parce que vous voyez, le projet permet d'imaginer ce que serait l'évolution de tel organe dans l'hypothèse de tel geste chirurgical. Quels seraient les effets de bord, jusqu'où je peux aller. Vous voyez, on donne une information dans le champ du réel de premier ordre, mais qui est amenée par du matériau d'information numérique. Vous voyez, là, on n'est pas dans de la confusion, on n'est pas dans de la distorsion, on est dans de l'augmentation du réel de premier ordre. Et donc du coup, ce qui est le recours à l'IA contredit un peu ce que nous dit Valsavic. On est sur un champ qui est un champ
d'augmentation du réel pour de bonnes raisons. Et ça va aider à une meilleure prise en charge des patients. Vous voyez là, j'ajoute une croix dans la case plus. Alors, vous avez compris que dans mon point de vue, il faut pas bloquer l'innovation, il faut s'y ouvrir, mais en essayant de réguler les risques. C'en est, je pense, un bon exemple. Et puis, dernière notion que je voulais développer avec vous, qui mérite là qu'on s'y attarde sans doute un peu plus, qui est finalement, est-ce que l'intelligence artificielle en santé ne va pas faire disparaître le réel du corps? Est-ce que on va pas aller vers un mouvement dans lequel finalement, un mouvement encore plus extrême que ce qu'imaginait Václavic dans La réalité de la réalité, où le basculement dans le numérique et l'IA va aller jusqu'à faire disparaître notre propre réalité de premier ordre. Vous voyez, la réalité de premier ordre de mon corps, je peux faire des expériences sur mon corps. Si vous me tapez, j'ai mal. Si encore que ça c'est une expérience sensorielle. Si vous me coupez un bras avec une hache, je pense que il va y avoir du sang et que je vais pas aller bien. Vous voyez, vous pouvez faire des expériences pratiques sur ce qui est mon corps. Mais vous voyez qu'il y a dans l'univers du tout numérique quelque chose que Václavic ne pouvait pas comprendre, ou en tout cas pas percevoir dans son ampleur, et que je vais essayer de vous expliquer, qui est quelque chose d'intuitif, que vous mesurez tous les jours dans votre vie quotidienne, mais dont vous mesurez peut-être pas encore complètement les enjeux, y compris sur le terrain juridique. Moi j'en ai pris conscience de ça, de cette disjonction entre le corps et l'être réel numérique, il y a à peu près 3-4 ans, quand j'ai reçu un message de bon anniversaire d'un de mes meilleurs amis qui était mort 2 mois plus tôt. Vous voyez, son profil Facebook qui me rappelait son anniversaire. Voyez. Et donc du coup, son être numérique avait continué à avoir une vie, indépendamment de son corps sensible qui était disparu. Et donc en fait, ce phénomène de marginalisation du corps, il prend plusieurs formes. Le premier mouvement de marginalisation, c'est que nous sommes en train, petit à petit, de modifier la contexture de nos corps, avec le développement des objets connectés. Je pense être aujourd'hui encore à peu près organiquement intègre, encore que je me suis mis en mode un peu diadique, indissociable avec mon téléphone portable. Quand il n'est pas là, je suis malheureux. Si vous m'en priviez, je me sentirais privé d'un prolongement quasi organique. Mais à ma connaissance, je n'ai pas encore d'objet numérique directement implanté dans mon corps. Je pense que ça va changer et qu'on va aller de plus en plus vers de l'augmentation. Vous voyez, on utilise le terme. On pourrait avoir un raisonnement à partir de tout ce qui a été pensé ou construit dans la philosophie transhumaniste. Vous avez compris que c'est pas le plan que j'aborde, c'est le plan du qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est une réalité de premier ordre. Mais là, on rejoint quand même un peu ce qu'il y a dans le courant transhumaniste. Si on m'implante tellement d'objets connectés, il y a un moment où ce qui est aujourd'hui la réalité de premier ordre de mon corps l'est de moins en moins. Et où ce que je pensais être une réalité physique acquise devient de plus en plus un objet d'information et de communication et bascule dans le champ de ce que Václavic appelle la réalité de deuxième ordre, quelque chose qui relève de plus en plus de l'information et de la communication. Ce sont les objets connectés qui servent autant comme fonction organique que comme outil d'information et de communication à d'autres fins que la fonction de l'organe lui-même. Et on va petit à petit vers l'émergence d'organismes cybernétiques. Oui, là je pousse le raisonnement à l'extrême, des cyborgs, qui sont en fait des êtres quelque part entre de la matière biologique et de la matière artificielle. Disparition ou évanescence partielle de la réalité de premier ordre, avec un effet juridique qui est la remise en cause de la division qu'on croyait éternelle en droit,
entre les personnes et les biens. Vous savez, il y a des personnes, et puis à côté de ça, vous avez des biens meubles. En fait, cette distinction personne et bien a été remis en cause sans qu'on s'en aperçoive trop dans la loi de 2015 sur les droits des animaux. Vous voyez, on reconnaît les animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité. Mais on ne reconnaît pas aux animaux tous les attributs juridiques d'une personne physique, d'une personne humaine. Et donc on a établi une catégorie qui est une catégorie intermédiaire, qui est la catégorie des non-personnes, non-biens, dans laquelle il y a les animaux, et dans laquelle peut-être demain, un certain nombre d'entre nous basculeront si on dépasse un certain seuil d'implantation d'objets connectés ou de matériaux numériques, au-delà duquel on ne sera plus des personnes. Et puis, à l'autre extrême, ça c'est plutôt Laurence de Villers qui étudie ça, il y aura peut-être un mouvement dans lequel on va doter de tellement de propriétés des choses qui initialement étaient des robots, donc purement des biens, qu'il faudra leur reconnaître le caractère d'être doués d'un certain niveau de sensibilité, gravitant quelque part entre les personnes et les biens. Vous voyez mon point, alors on est dans l'anticipation lointaine, mais il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre que l'irruption de la robotisation et de l'IA n'est pas neutre par rapport à la contexture du corps lui-même. On n'est pas dans un univers qui serait un univers complètement dissocié d'un réel de premier ordre, d'un réel physique. Vous avez vu dans la séance avec Sophie Saka à quel point on était déjà assez loin dans la complémentation du corps par des objets robotiques. Donc on va sans doute dans cette direction-là, il faut en mesurer le sens. Le second mouvement, c'est l'émergence de ce qu'on pourrait appeler une persona numérique. Non, il faut dire persona numérique, avec une distanciation entre la personne juridique et le corps humain. Alors là aussi, c'est pas complètement un mouvement nouveau ou qui émerge de nulle part. Je vous parlais de la personne ou du droit de la personne. Nous connaissons depuis très longtemps, depuis le droit romain, une institution qui est la personne morale. La faculté de médecine de Paris-Descartes est une personne morale. C'est un être juridique qui est doté de capacités, mais qui n'est pas un être humain. Une société civile immobilière est un être doté de capacités juridiques, une personne morale, mais qui n'est pas doté, qui n'est pas un être humain. L'État, à l'extrême, est une personne morale, mais ça n'est pas un être humain. Donc vous voyez, on connaît depuis très longtemps dans notre droit une distanciation entre la personne et l'incarnation par un corps humain. Je ne sais pas si je suis clair sur ce point-là. Ce qu'amène l'intelligence artificielle, c'est qu'elle accentue la distanciation entre personnalité juridique et corps humain. Alors, vous avez vu dans la séance antérieure, la séance précédente, Nathalie Nevégeance est très hostile, et moi aussi, à la reconnaissance d'une personnalité des robots. Parce que ça a établi, en tout cas en 2018, il ne faut évidemment pas aller dans cette direction-là, ce serait beaucoup trop précoce par rapport au développement de l'IA telle qu'on la connaît. Par contre, vous comprenez bien que même si on ne reconnaît pas de personnalité juridique propre à l'intelligence artificielle, il y a un moment où le développement de l'IA en santé va amener à générer des effets un peu propres, et notamment sur le terrain pénal. Je prends un exemple très pratique. Imaginons une solution, là on sort de la science-fiction lointaine pour être dans un cas immédiat, un brancard semi-autonome. Je ne crois pas au brancard qui va se conduire tout seul, en tout cas pas tout de suite. Par contre, on peut penser qu'à l'horizon de 18 mois, c'est pas un cas de science-fiction pure, que d'imaginer un brancard qui se conduit tout seul, mais sous le pilotage d'un accompagnant humain. Alors, vous voyez, à l'échelle de la fonction publique hospitalière, il y a 15 000 équivalents temps plein de brancardiers. Si on fait ça, il n'y en a plus besoin que de 7 500. Et en plus, le métier change, ça devient des gestionnaires de flux. Vous voyez, la personne qui vous accompagne, qui vous rassure,
qui vous explique votre parcours, qui vous dit est-ce que ça va bien, vous voyez, qui fait de la relation humaine. Hein. Donc ça change le profil et ça peut même aussi changer le sexe ratio du métier. Il n'y a plus forcément besoin d'avoir des très très gros muscles. Il faut faire preuve d'empathie, expliquer les choses. Donc imaginons un bancard semi-autonome et qui finit par se tromper, donc qui est alimenté par une IA de machine learning et qui cause des dommages. Hein, je vous ai expliqué dans une séance antérieure qu'il y a un cas extrême de machine learning dans lequel le dommage causé relève d'une évolution telle de l'algorithme qu'on entre dans le cas du risque de développement. C'est un risque qu'on ne pouvait pas prédire en fonction des connaissances scientifiques disponibles au moment de la mise sur le marché de l'algorithme. Dans ce cas-là, le producteur de l'algorithme peut s'exonérer de sa responsabilité. Donc, si le producteur de l'algorithme n'est pas responsable, il y a un moment, il faut bien sanctionner, il faut bien faire quelque chose. Et donc c'est là on arrive sur le thème de la sanction pénale de l'intelligence artificielle comme intelligence artificielle. Là aussi, c'est pas quelque chose de surnaturel dans notre droit. Le droit français a fait entrer dans son champ juridique en 1994 la responsabilité pénale des personnes morales. On peut condamner une entreprise qui ne respecte pas la législation financière à des amendes, des sanctions pénales. Vous voyez, la peine en droit n'est pas réservée à une personne humaine. Elle peut s'appliquer à une entité qui n'a pas d'incarnation humaine, qui peut être une entreprise. Et pourquoi pas une intelligence artificielle. Et d'ailleurs, c'est peut-être cette sanction pénale de l'IA une bonne manière de réprimer des dommages ou des dysfonctions dans le cas de risque de développement. Je reprends mon exemple de bancardage et de dommages qui est causé par un algorithme déficient de machine learning qui pilote des bancards autonomes. La bonne sanction, c'est peut-être une sanction pénale qui serait en fait le rétablissement d'une vieille institution qu'on connaît en droit romain, qui s'appelle la mort civile. En fait, où le juge pouvait condamner le citoyen fautif à la perte de tous ses droits. Il le désactive. Hein, il ne peut plus voter, il ne peut plus rien faire, il ne peut plus rien acheter, il est mort civilement. On peut imaginer une mort civile de l'intelligence artificielle qui est donner la capacité au juge d'interdire à l'égard de tous, erga omnes, le recours à un algorithme dans ce cas d'usage-là. La Cour de cassation dira qu'il n'est plus permis d'utiliser des robots pour piloter des bancards. Je condamne l'IA à perdre son objet en obligeant des humains à récupérer la fonction exercée de manière déficiente par l'intelligence artificielle. Vous voyez, la sanction pénale de l'IA. Et puis vous comprenez que tout ça génère une forme de boucle paradoxale entre l'IA et le corps, les questions de responsabilité. Parce que l'IA en santé, l'IA qui veut nous soigner, elle est pure et parfaite dans l'interprétation de ce qui est numérique. C'est normal. Elle est dans son jus, dans son environnement numérique. Elle est, dirait Václavic, dans sa réalité de deuxième ordre. Elle interprète un cliché d'imagerie bien mieux en faisant l'hypothèse qu'elle peut collecter toutes les données possibles qu'un radiologue, parce qu'elle est dans l'univers du numérique. Donc elle va chercher à rester le plus longtemps possible dans son champ de langage, dans son univers, dans son champ de réel, dans son champ de réalité. Mais il y a un moment donné, tant que nos corps restent des corps de réalité de premier ordre, il faudra qu'elle sorte de son champ de réel pour pouvoir servir à quelque chose, c'est-à-dire nous soigner et atteindre l'objectif de sa programmation. C'est ce que j'appelle la boucle paradoxale de l'IA et du corps humain. Elle va chercher, en application de la logique qui veut qu'elle atteigne de la manière la plus parfaite possible les objectifs du programme, à rester le plus longtemps possible dans l'univers du code, donc à venir le plus tard possible sur la matière organique, mais il y a un moment où il faudra qu'elle aille quand même nous toucher, parce que sinon elle ne sert à rien. Hein. Et vous voyez bien que les deux premiers mouvements de marginalisation du corps humain s'alimentent. Parce qu'en fait, le plus on sera perclus d'objets connectés, le plus notre corps échappera à la réalité de premier ordre, le plus l'IA pour nous soigner sera parfaite.
parce qu'elle restera dans un champ de réalité qui est une réalité de second ordre. C'est un phénomène quand même qui est d'une manière générale à la recherche. Oui. Quelque part, on est toujours avec la justice qui est toujours un peu en retard Oui. et qui a du mal effectivement à s'adapter. Oui. Et quelle est notre capacité juridique à réguler les choses? Vous avez compris qu'en point de vue, il vaut mieux ne pas mettre de droit plutôt que de mettre trop de droit pour bloquer l'innovation et rester sur les risques éthiques ou les problématiques actuellement constatées. Et puis le troisième mouvement de marginalisation, je reviens à Facebook, c'est qu'on crée nos propres personnes numériques. On passe notre temps à alimenter un personnage qui a une vie indépendamment de toute temporalité et indépendamment de toute corporéité. Vous êtes en train de m'enregistrer, et merci. Comme ça permet de mieux partager l'info, mais du coup vous avez créé un vecteur de ma propre éternité et de la vôtre, mes dodos, dans l'ordre numérique. L'être numérique qui se dégage de moi, quand vous me googlisez, a déjà acquis des vertus éternelles bien supérieures à mon être organique mortel, peut-être dans quelques minutes, peut-être dans quelques années, mais en tout cas cette réalité organique sensible est finie. Ça restera une réalité de premier ordre, sauf à ce que le premier mouvement me permette de prolonger mon existence au-delà de ce qui devrait être la finitude biologique. Et vous comprenez bien qu'il y a un effet trou noir dans notre propre personnel numérique, c'est que là-dedans, plus on agrège des données, plus on alimente les données sur nous-mêmes, plus on se connecte, plus on permet à l'intelligence artificielle de mieux nous connaître, et plus on prolonge la boucle paradoxale de l'IA et du corps humain, plus on repousse le moment où elle va devoir revenir dans le champ de la réalité de premier ordre. Et donc du coup, elle va utiliser les données qu'on lui donne pour essayer de définir des techniques pour nous soigner, en faisant le plus longtemps possible abstraction du retour vers la réalité organique. C'est ce qu'on appelle aussi la prévention. Donc je préviens les dommages qui peuvent arriver en te connaissant mieux par les données que tu as bien voulu mettre dans la sphère numérique. Et il y a un extrême de raisonnement où finalement l'IA finit par tellement nous connaître qu'elle peut prévenir tous les problèmes de santé qui arrivent pour rester dans son environnement qui est l'environnement du numérique pur. Et elle le fait en pesant sur les causalités de nos vies pour adapter nos comportements et me taper virtuellement sur les doigts quand je veux manger un trop gros steak, m'empêcher d'aller passer une soirée arrosée avec mes copains, peser sur le cours de ma vie pour éviter ou s'auto-éviter de basculer dans le champ de la réalité de premier ordre. Je ne sais pas si vous comprenez le raisonnement. Et donc c'est là où il y a sans doute un cran de radicalité complémentaire par rapport à ce que pensait Václavic dans la réalité de la réalité. C'est que l'intelligence artificielle a cette puissance telle qu'elle est capable d'aller plus loin que sans doute ce qu'il imaginait en 1978, c'est-à-dire qu'elle peut à terme dans sa dynamique propre aller jusqu'à faire disparaître la réalité de premier ordre, en tout cas à permettre de ne plus avoir ce champ de contraintes et à sortir de la boucle paradoxale de l'IA et du corps humain. Alors, vous avez compris, et je voudrais terminer par là, puis on pourra échanger, je vous dirai un dernier passage après, que quand on relie la réalité de la réalité, on voit que tout ça est d'une actualité absolument brûlante. Vous voyez, je force pas le texte, je suis retombé dedans quasi verticalement. Il m'a imprégné dans mon parcours de pensée depuis
une vingtaine d'années ce texte, mais je pense qu'il est urgent de ressortir. De la même manière, on avait eu l'occasion de le dire la séance précédente, qu'il est urgent de ressortir La démocratie en Amérique de Tocqueville. Oui, c'est le réflexe du libre arbitre par rapport à la contrainte collective. Là, ce que dit Václavic, c'est finalement un appel au libre arbitre, à la prise de recul individuelle. Et en fait, on voit que tout se passe comme s'il avait pressenti les développements actuels de l'IA. Alors là aussi, il ne faut pas faire d'anachronisme. Quand Václavic écrit, l'intelligence artificielle existe déjà. Turing et Minsky ont déjà posé les principes. Lui, avec l'école de Palo Alto, il est aux premières loges pour être bien informé de tout ça, qu'il est imprégné des développements informatiques. Mais pas l'IA de machine learning, pas l'IA qui apprend, pas l'IA qui est capable de s'auto-perfectionner. Et il est à des années-lumière, aussi visionnaire soit-il, de pouvoir imaginer à quel point on serait aujourd'hui imprégné de pilotage par les données, imprégné d'intelligence artificielle jusqu'au plus profond de notre intimité, jusqu'à ce que dans nos rencontres amoureuses, on soit aussi partiellement drivé par des logiciels d'intelligence artificielle, quoi. Jusqu'à ce que, à l'extrême du raisonnement, la rencontre entre deux personnes humaines ne soit plus que collatéralement le fruit du hasard. On n'est pas tout à fait dans cette situation-là, mais vous voyez bien que les paramètres s'alignent pour qu'on y vienne. Alors, pour autant, dans le message de Václavic, le fond de ce qu'il nous dit, et il le dit dans ces termes-là, hein, presque, il dit j'ai écrit ce texte-là pour aider à une prise de conscience démocratique citoyenne, pour que tous ces phénomènes de confusion, de désinformation, de distorsion de communication soient compris, que ça fasse partie du patrimoine d'éducation des citoyens modernes, pour aider à déconstruire les pièges de la communication et à préserver ce qui fait l'intégrité de la vie démocratique. Donc il nous passe un message pour nous dire il est urgent que vous preniez du recul et que vous déployiez des techniques de régulation positive de l'intelligence artificielle. On en a vu certaines sur l'intelligence artificielle en santé, la garantie humaine de l'IA par exemple, en mettant en place des points de régulation, des points de supervision pour aller les détailler si vous voulez. Et vous comprenez que tout ça a aussi à voir avec une question de temps. Alors, à supposer que le temps existe encore, qu'on ne soit pas encore dans ce schéma extrême que je décrivais tout à l'heure, où finalement tout n'est plus qu'affaire de causalité, et où nous sommes drivés par des intelligences artificielles qui guident le cours de nos vies au mieux de nos intérêts et au mieux de notre grand bonheur collectif. Est-ce qu'on a encore cette marge de libre arbitre? Tant que le temps existe encore, il faut essayer d'agir pour réguler. Alors, Václavic, je voulais terminer par lire ce petit passage. Václavic n'imagine pas l'intelligence artificielle, par contre, ou plutôt il ne la fait pas entrer dans la réalité de la réalité, mais il imagine quelque chose de plus puissant encore. Et c'est le chapitre 8 du livre. Il parle de l'expérimentateur divin, de finalement celui qui est là, qu'on cherche, qu'on pressent, dont on sent l'existence mais sans pouvoir réellement le décrire, et qui est là pour finalement conduire les expérimentations auxquelles nous sommes soumis dans le cours de nos vies. Et donc il nous dit, la plupart d'entre nous sont engagés dans une interminable quête du sens, et tendent à imaginer l'action d'un expérimentateur secret derrière les vicissitudes plus ou moins banales de notre vie quotidienne. Peu d'entre nous sont capables de l'égalité d'esprit du roi de cœur dans Alice au pays des merveilles, qui parvient à assimiler le poème absurde du lapin blanc par cette remarque de philosophe. S'il n'a pas de sens, cela nous débarrasse de bien des soucis, vous savez. De cette façon, nous ne nous fatiguerons pas à chercher à comprendre. Un nombre non négligeable de gens ont par exemple sur les feux tricolores une mythologie personnelle. S'ils savent par leur raison que ces feux sont ou bien réglés à demeure pour passer de l'orange au rouge puis au vert avec une régularité constante, ou bien commandés par une cellule encastrée dans le bitume, ils sont par ailleurs convaincus que les feux leur sont hostiles, passant automatiquement à l'orange ou au rouge dès qu'ils les approchent. On peut appeler ça de la mini-psychose, mais elle est assez prononcée pour provoquer une réelle amertume.
chez les tenants d'une telle idée et les convaincre que la vie, le destin ou la nature, ou une sorte d'expérimentateur divin, est contre eux. En conséquence, à chaque fois qu'un feu passe à l'orange ou au rouge, ils enregistrent cet événement fortuit tant qu'ils ne remarqueront virtuellement pas un feu vert. Un tel ordre, la ponctuation, une fois qu'il a été traduit de la séquence d'événements, se renforce lui-même. La même mécanique est à l'œuvre dans les distorsions d'ordre clinique de la réalité. Une fois formée et enracinée la prémisse, le reste de l'illusion est patiemment construit par déduction apparemment logique sur la base de cette hypothèse absurde. Que de telles hypothèses puissent être contagieuses est encore plus inquiétant. Entendre quelqu'un parler de son problème de feu rouge peut induire la même attention sélective chez celui qui écoute, à qui cette étrange idée n'était auparavant jamais venue à l'esprit. Cela rencontre à la fois des rumeurs et des psychoses de masse, comme le montrent de récents événements assez remarquables. Puis là, c'est là où il développe après sur la rumeur d'Orléans. Donc en fait, il a cette intuition de l'expérimentateur divin qui perçoit comme une construction ou vous voyez quelque chose qui existe pas réellement, qui est plus quelque chose relevant de notre propre paranoïa ou de notre propre reconstruction, ou c'est quelque chose qui nous aide à nous adapter au réel. En même temps, il pose la notion pour la déconstruire, mais en même temps, il pose sans doute une notion qui a du sens à l'heure de l'intelligence artificielle comme perspective. Alors est-ce que c'est sinistre ou est-ce qu'il faut s'en réjouir que l'expérimentateur divin, selon Václavic, va peut-être s'incarner, peut-être en train de s'incarner. Vous voyez, c'est peut-être l'algorithme qui tire les ficelles du cours de nos vies, qui est en train de se mettre en place si on n'a pas le recul suffisant pour en prendre conscience. Vous voyez, c'est Netflix qui drive mes séries télé, il y a bien un expérimentateur divin. Je vous avais lu le petit texte de Tocqueville, je crois, non, à la dernière séance. Peut-être. Est-ce que je vous avais lu le texte de Tocqueville ou pas? Non. Alors, si vous me laissez une seconde, je termine par là. Texte que maintenant Bernard connaît absolument par cœur. Alors, et vous allez voir que Václavic et Tocqueville se rejoignent. Alors Tocqueville ne parle pas d'expérimentateur divin. Mais c'est le même thème. C'est le même thème, donc là on est en 1849. Il dit, donc dans La démocratie en Amérique, « Je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres. Ses enfants et amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine. » C'est moi devant Netflix. « Quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d'eux, mais il ne les voit pas. Il les touche et ne les sent point. Il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul, et s'il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de patrie. Au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. » Vous voyez, l'expérimentateur divin, le super algorithme d'intelligence artificielle. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril. Mais il ne cherche au contraire qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur, mais il veut en être l'unique agent et le seul arbitre. Il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leur succession, divise leurs héritages. Que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre? C'est ainsi que tous les jours, il rend moins utile et plus rare l'emploi du libre arbitre, qu'il renferme l'action de la volonté dans un plus petit espace et dérobe peu à peu chaque citoyen jusqu'à l'usage de lui-même. L'égalité a préparé les hommes à toutes ces choses, elle les a disposés à les souffrir, et souvent même, elle est regardée comme un bienfait.
Donc combinons Tocqueville et Balzac, les deux nous donnent en fait finalement un guide de savoir-vivre à l'ordre de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas refuser la technologie, il ne faut pas bloquer l'innovation. Vous voyez toutes ces avancées, tous ces risques éthiques, tous ces problèmes éthiques que nous subissons encore aujourd'hui. Il ne faut pas refuser la technologie. Néanmoins, si on avance, et à vrai dire, même si on se mettait dans l'idée de refuser la technologie, il est déjà beaucoup trop tard pour ça. On avance dans le monde de l'intelligence artificielle. Nos viatiques, ça reste plus que jamais l'éducation, le recul et l'entretien et la préservation du libre arbitre. Et voilà ce que je voulais vous dire. Merci de votre attention. Vous avez sûrement des réactions.